Paris, la ville de l'amour. Douce France, cher pays de mon enfance. Liberté, égalité, fraternité. Le meilleur système de santé au monde. Une chance pour la France. La République, une et indivisible. Si ces phrases sonnent douteuses, boiteuses, bizarres pour vous, alors ne quittez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, Grégory Bourque. Je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo consacrée au thème de l'exil, un thème vital puisque quand on ne peut plus se relocaliser à l'intérieur de son pays, on est parfois obligé de partir. Partir signifie donc quitter sa nation, son pays d'origine, pour s'établir dans un autre à long terme, pas simplement pour y voyager, mais pour y faire sa vie et pour y élever ses enfants. Alors il est important de réfléchir au préalable aux pays dans lesquels vous allez pouvoir vous installer, puisque un processus de décision prend énormément de temps, plusieurs années, et donc quand vous avez une idée au départ, peut-être que cette idée va changer au bout de quelques mois, donc vous devez avoir une idée que vous allez garder et qui va résister à l'épreuve du temps. Donc le mieux, c'est de faire le plus tôt possible une liste de pays potentiels, et au fur et à mesure, vous allez affiner la liste pour en fait ne garder que 3, voire 2, voire 1 pays dans lequel vous allez pouvoir vous installer et que vous allez connaître à l'avance puisque vous aurez préparé tout ça. Grâce à cette préparation de pays dans lesquels vous allez pouvoir aller, le jour où en France la situation deviendra invivable, c'est-à-dire que l'insécurité, ça sera comme au Brésil, que la qualité des services, vous aurez l'impression d'être au tiers-monde, et par contre vous serez toujours autant taxé, alors vous aurez déjà fait une grande part du chemin de la solution de l'exil, puisque vous connaîtrez à l'avance le pays, et vous n'aurez plus qu'à partir rapidement sous quelques semaines. Et ceci afin d'éviter des cas de rétention, par exemple ce qui s'est passé en RDA ou en Albanie, où en fait les frontières étaient fermées, où on ne pouvait pas circuler librement. On l'a vu avec le confinement décrété suite à l'épidémie de coronavirus. Il est très facile pour un État de contrôler ses frontières et de vous empêcher de bouger. Vous devez donc penser à une ou plusieurs possibilités d'exil dès à présent, dès maintenant. Et un des buts de cette vidéo, c'est de vous faire entamer mentalement le chemin et la démarche du choix, voire même de faire naître l'idée même d'exil dans votre tête pour qu'elle ait le mérite d'exister et que vous puissiez peser le pour ou le contre de votre côté. Je vais aussi vous suggérer 6 pays que j'ai identifiés comme potentiellement intéressants pour un exil, pour un Français d'origine entre 20, 30, 40 ans. Alors cette vidéo fait suite à celle que j'avais faite sur la décision de quitter la France ou pas suite à l'effondrement. Et donc dans cette vidéo antérieure, on pesait vraiment les avantages et les inconvénients d'un exil, et j'en avais conclu qu'une relocalisation à l'intérieur du pays était une voie de compromis assez intéressante. Mais aujourd'hui, on va parler d'un cas d'exil que vous aurez décidé, c'est-à-dire que vous ne vous demandez plus si vous allez le faire, vous voulez le faire. Vous êtes dans la démarche de trouver une solution. Donc, on n'est pas là pour faire une liste des avantages et des inconvénients de l'exil, puisqu'on a déjà pris la décision. L'exil est différent des cas d'expatriation, puisque une expatriation, vous allez souvent partir seulement pour quelques années, parfois avec une entreprise, donc vous allez garder un lien fort avec votre pays d'origine. C'est aussi différent des cas de voyage, de tourisme, d'études à l'étranger, de mission à l'étranger. Là, on parle vraiment d'une installation possiblement définitive, où en fait vous sortez de l'histoire de votre pays d'origine pour entrer dans l'histoire d'un autre pays. Donc c'est une décision très lourde, très dure, mais qui peut potentiellement vous sauver la vie à vous ou à vos enfants. Donc le but est de
de cette vidéo est de créer une liste des pays qui sont intéressants et de voir les critères à considérer. Ensuite, à vous, évidemment, d'adapter ce résultat par rapport à votre situation, de peser le pour et le contre, de voyager dans le pays, de voir si cela vous correspond ou pas. Ce sont des simples suggestions. Cette vidéo a pour but de vous faire gagner du temps dans le choix du pays, puisqu'il y a peut-être des critères auxquels vous n'aurez pas pensé, et qui seront dans cette vidéo, et que vous allez découvrir, en fait, quoi qu'il arrive. Et le problème, c'est que si vous les découvrez quand vous êtes déjà installé, quand vous avez passé des centaines d'heures à apprendre la langue, et que cet événement ou ce critère fait que vous ne pouvez pas vivre dans le pays que vous avez choisi, eh bien vous aurez perdu votre temps. Vous aurez perdu votre temps d'installation, d'apprentissage, etc. et vous ne pourrez jamais retrouver ce temps-là. Donc aujourd'hui, on est là pour vous faire gagner du temps. La sélection des pays est basée sur des critères à la fois chiffrés et objectifs, mais le résultat, il est subjectif selon vous, selon votre situation. Peut-être que si vous avez une compagne qui est originaire d'un pays qui est mal noté dans le classement, ça vaudra quand même mieux pour vous d'aller dans ce pays plutôt que d'aller dans un autre pays mal noté. J'insiste une dernière fois sur le fait que cette vidéo n'est pas un débat pour ou contre l'exil. Donc je demanderai aux commentateurs énervés de s'abstenir, tous ceux qui sont jaloux, chauvins, pessimistes, ceux qui voient des traîtres partout, s'il vous plaît, votre commentaire n'a pas sa place ici. Alors venons-en maintenant au phénomène de l'exil en lui-même. Ce que l'on constate, c'est que c'est un phénomène qui a toujours existé, depuis la nuit des temps, qu'on appelait aussi les grandes migrations, et qui sont motivées en premier lieu par l'espoir d'une vie meilleure. Donc la raison pour laquelle les gens partent, c'est en général pour avoir une meilleure vie économique et pour avoir une plus grande sécurité. Donc déjà, si vous êtes en France en sécurité et que vous avez une bonne condition économique, vous n'allez pas être très réceptif à ce thème de l'exil. Mais toutefois, la situation pourrait changer. Donc il faut quand même garder la possibilité. Donc ces déplacements, ces migrations ont toujours existé, principalement au niveau intracontinental. Vous pouvez lire l'histoire de l'Europe et voir que les peuples en fait ont déménagé partout dans les différents coins de l'Europe. Et souvent, ils arrivaient à s'installer en conquérant le peuple qui occupait la terre. Donc c'est un rapport de force, c'est une lutte des peuples pour avoir un accès aux meilleures terres, aux terres qui permettront un développement. Alors quand on regarde sur le long terme, on a parfois raison et parfois tort de s'exiler. On ne peut évidemment pas le savoir à l'avance, on ne peut que étudier pour faire en sorte que ça nous profite le plus. Mais toutefois, il y a deux indicateurs qui font que vous allez sûrement avoir raison de vous exiler. C'est que vous êtes une personne avec des caractéristiques, on va dire physiques, mentales, enfin, votre personnalité. Si cette personnalité est incompatible avec la personnalité de la grande majorité de la population qui vit dans votre pays, vous êtes mal parti, puisque vous allez avoir contre vous 90-95% des gens. Mais à la rigueur, ça ne vous empêchera pas de survivre. Le deuxième élément, c'est le gouvernement. Si le gouvernement a quelque chose contre vous par rapport à cette personnalité, et qu'il entame un processus de répression, alors là, vous êtes mal barré. Toutefois, si le gouvernement commence une répression, mais que, en fait, cette répression n'est validée que par 50% de la population, alors vous pouvez vous en sortir en vivant avec l'autre moitié de la population. Les cas dans lesquels l'exil, vous y serez contraint, c'est la réunion de ces deux facteurs. C'est quand la majorité de la population est contre vous et quand le gouvernement est contre vous. Donc si ces deux cas sont réunis, vous ne pourrez pas changer la situation. Vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez, vous ne pourrez rien faire. Donc c'est pour ça que l'exil devient une solution. Dernier point avant de passer à la liste des critères, il faut profiter de la période actuelle,
qu'on appelle une période mondialiste, pour pouvoir voyager et voir les différents pays et aussi vous installer. On a une chance actuellement, c'est que les frontières sont relativement ouvertes, en tout cas jusqu'aux décisions prises suite à l'épidémie, et vous pouvez avec un billet d'avion aller dans n'importe quel pays au monde et vous installer, et après quelques années, voire quelques dizaines d'années dans les pires des cas, vous pouvez demander la nationalité. Ce qui fait que vous entrez donc dans l'histoire de ce pays-là. Cette facilité d'installation que l'on a actuellement n'a pas toujours été le cas, à la fois car les moyens de transport étaient moins performants et car les régimes, notamment les régimes communistes, empêchaient les mouvements et empêchaient les installations. Alors, j'ai 2 critères généraux, globaux, à considérer. Le premier critère, c'est vous ne devez pas aller dans un pays où la survie est facile. Alors c'est contre-intuitif. On pourrait se dire, tiens, je vais aller au Brésil, puisque là-haut, la vie est facile. Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pays faciles, les climats faciles, en fait on parle surtout de climat, sont propices à l'émergence de populations qui n'ont pas besoin de faire de grands efforts pour survivre. Et ce manque d'efforts, en fait, se répercute sur la personnalité des gens et les caractéristiques des gens, et fait que votre état, au final, est moins puissant. Donc il est important pour vous d'aller dans un pays qui sera dur. Vous devrez travailler pour survivre. Donc oubliez les pays qui sont trop généreux en aide sociale et où la survie en tout cas, basique, c'est-à-dire manger, boire, dormir, est quasiment automatique grâce à la qualité du climat, des sols, etc. Ça, c'était le premier grand critère. Et le deuxième grand critère, c'est choisissez des pays où la situation économique et sécuritaire sera meilleure qu'en France, ou en tout cas que la projection qui est faite par rapport à la France, puisque ça vous motivera à rester dans le pays que vous avez choisi. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans quel pays s'exiler? Ou s'expatrier? Alors, je vais procéder par élimination. C'est plus simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la liste des pays du monde, de tous les pays du monde, et dans ma liste, il y en a 203. J'ai ensuite choisi des critères et noté ces pays selon ces critères. Le premier critère que j'ai considéré, c'est la population, le nombre d'habitants. J'ai exclu les pays qui avaient moins de 6 400 000 habitants et j'ai mis 1 point de pénalité à ceux qui avaient moins de 8 millions d'habitants. Pourquoi? En fait, l'idée, c'est d'exclure les pays qui sont trop petits. Parce que, en tant qu'expatrié, qu'exilé, vous allez vite vous faire remarquer, vous et votre communauté, dans un petit pays. Vous n'allez pas pouvoir vous fondre dans la masse, dans la foule, et vous n'allez pas pouvoir trouver un endroit spécifique à ce que vous voulez. Dans les petits pays, tout se sait. Tous les politiques se connaissent, tous les médias se connaissent, il y a souvent une capitale qui fait office de capitale diplomatique, économique, sociale, etc. Et en fait, c'est un microcosme. Et ce microcosme, en fait, n'est pas très stable, puisque dans un petit pays, tout peut se faire très vite. Le groupe d'origine peut décider très vite de vous exclure. En tant qu'expatrié, il faut savoir un peu être invisible. Il ne faut pas se faire remarquer. Ensuite, dans les plus petits pays, vous avez moins d'opportunités professionnelles, vous avez moins le choix d'emplacement, de communautés étrangères, vous avez moins de groupes d'intérêt. Vous avez aussi moins de forces militaires. Or, si vous déménagez dans un pays, c'est pas pour être dans un pays pire et plus faible, c'est idéalement pour être dans un pays plus fort. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris 8 millions d'habitants comme limite? C'est que c'est la population de la Suisse et que je considère que voilà, en dessous de la Suisse, c'est vraiment trop peu. Et ensuite j'ai pris 80% de 8 millions, ça fait 6 400 000 et en dessous de ça, c'est carrément pas intéressant pour vous de partir, d'autant plus que vous allez apprendre une langue qui est parlée que par quelques millions de personnes, c'est vraiment rien. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'apprendre une langue et de s'installer, de faire toutes ces démarches pour s'installer dans un pays qui au final est tout petit et vous avez fait le tour
en un jour de voiture? Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon critère, j'ai enlevé les petits pays, donc ceux qui avaient moins de 6 400 000 habitants. Il reste 111 pays sur 203. Deuxième critère, la difficulté de la langue. J'ai mis 1 point de pénalité pour les langues qui étaient difficiles, 2 points de pénalité, c'est-à-dire exclus les langues qui étaient quasiment impossibles à apprendre, et j'ai gardé les pays dont la langue était facile à apprendre. Donc là, si vous m'écoutez, c'est que vous avez entre 25 et 35 ans, c'est mes statistiques YouTube générales, un homme entre 25 et 35 ans, donc vous avez déjà fait une grosse partie de votre vie. Si vous apprenez une langue difficile, exemple extrême, le japonais, il va vous falloir des années, des dizaines d'années pour apprendre cette langue. Donc le temps que vous l'appreniez et que vous puissiez l'utiliser dans un contexte professionnel, vous allez avoir entre 45 et 55 ans. Donc autant dire que vous allez être à la fin de votre vie professionnelle. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche ici, nous. On cherche une possibilité d'exil réaliste, qui soit la plus facile possible. On ne cherche pas la complication. Donc en fait, j'ai enlevé les langues les plus difficiles à apprendre pour un Français. Donc ça exclut évidemment les langues asiatiques, toutes les langues aussi qui ont des alphabets, pas l'alphabet, mais qui ont des signes à la place de lettres. J'ai exclu notamment la Hongrie, dont la langue est très différente des langues de l'ouest de l'Europe. J'ai exclu Israël, j'ai exclu la Chine. Je considère que ces pays-là ont des langues trop compliquées à apprendre pour être intéressants. Et nous avons maintenant plus que 79 pays. Troisième critère, l'incompatibilité. En prenant encore une fois ce référent de français de base, il y a des pays dans lesquels vous n'irez de toute façon pas. Ce sont les pays musulmans et les pays en Afrique. Donc ce sont des pays qui sont trop différents, où j'aurais aussi pu ajouter l'Asie du Sud-Est. Ces pays sont trop différents pour un Français, pour qu'il puisse vraiment s'y intégrer. Notamment à cause de l'islam, qui le priverait de son mode de vie, de sa liberté de vie, dont il tient tant. Et aussi en Afrique, il y a un ressentiment contre les Français, possiblement, du fait de la colonisation, qui fait que ce n'est pas une bonne idée d'aller là-haut. À part si vous êtes vous-même africain. Dans ce cas-là, c'est une très bonne idée, puisque vous allez pouvoir apporter en Afrique les compétences ou l'expérience que vous avez accumulée en France. Mais pour un Français de base, l'Afrique et les pays musulmans, je pense, ne sont pas une bonne idée, et de toute façon, vous n'irez pas. Donc ça sert à rien de prendre le temps de considérer ces pays-là, vous n'irez pas. Donc suite à l'application de ce critère, il me reste 44 pays. Quatrième critère, la superficie. J'ai enlevé tous les pays qui avaient une superficie inférieure à 40 000 km². Et j'ai mis 1 point de pénalité à ceux qui étaient entre 40 000 et 50 000 km². Alors pour référence, la Suisse, encore une fois, fait 41 277 km². Donc c'est la limite que je me suis fixée. Donc en gros, j'ai enlevé tous les pays qui étaient en dessous de la superficie de la Suisse. Pourquoi? Alors ça rejoint un peu le critère de la population. Vous devez avoir de la place. N'allez pas dans un pays où vous ne pouvez pas bouger, où vous avez fait le tour en quelques heures de voiture, où vous n'avez pas le choix de localisation, où vous n'avez pas le choix de climat. Vous devez avoir le choix et avoir de la place. Car selon votre mode de vie et vos caractéristiques, vous allez vouloir un environnement spécifique qu'on ne peut trouver que dans des grands pays. Oubliez les petits pays. Vous devez pouvoir déménager à l'intérieur de ce pays-là, possiblement. Aussi, plus de place veut dire plus d'agriculture, donc plus de résilience. Et enfin, il y a le risque nucléaire. C'est-à-dire que les petits pays, et j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, les petits pays comme la Suisse, et encore là je l'ai pris comme limite, mais j'aurais peut-être dû prendre plus grand. Mais les pays comme la Suisse qui ont des centrales nucléaires et qui ont très peu de surface agricole utile courent un grand danger, puisque si jamais une de leurs centrales vient à faire épandre
une pollution radioactive qui vient à contaminer le sol et à empêcher les cultures, alors le territoire sera perdu, le territoire agricole, et la Suisse ne sera plus indépendante au niveau alimentaire. Et là, je vais prendre quelques secondes pour donner un exemple, puisque c'est très important. Par exemple, la zone d'exclusion de Tchernobyl, c'est un cercle de 30 km de rayon. Et la zone qui était contaminée à l'époque faisait un cercle de 60 km de rayon. Alors je vais être optimiste, je vais prendre la zone interdite actuellement. Donc pour calculer l'aire d'un cercle, on fait 30 km x 30 fois 3,14. Donc la zone d'exclusion actuelle de Tchernobyl fait 2800 km². Or, la surface agricole de la Suisse est de 1,05 million d'hectares. Donc on fait 1,05 million d'hectares fois 100 fois 100 divisé par 1000 fois 1000, c'est-à-dire divisé par 1 million. La Suisse a une surface agricole de 10 500 km². Donc maintenant, on compare ça avec les 2800 km² d'exclusion, ça fait un quart. Donc ça veut dire que si un accident nucléaire semblable à celui de Tchernobyl arrivait en Suisse, eh bien ce pays pourrait perdre un quart de ses surfaces agricoles. Donc c'est évidemment un coût énorme porté à l'économie, et ça pourrait être bien pire. Donc c'est pour ça que je ne recommande pas les petits pays, et que je leur ai mis une pénalité ici. Alors, une fois ce critère appliqué, il nous reste 41 pays. Autre critère, le PIB par habitant. Alors, la France a un PIB par habitant de 43 551 $, en tout cas sur le classement que j'ai trouvé. Et j'ai mis une pénalité aux pays qui avaient moins de la moitié de ça, donc moins de 21 775 $, et j'ai exclu les pays qui avaient moins de 17 240 $, ce qui représente 80% de la moitié du PIB par habitant français. Pourquoi ? Puisque les pays qui ont en dessous de 17 000 $ par an ne vont pas vous intéresser en fait, puisque vous n'allez pas pouvoir gagner assez. Vous allez perdre en pouvoir économique. Or, on ne s'exile pas pour perdre en pouvoir économique. Pourquoi est-ce que le PIB est important ? Alors, on entend dire parfois, oui, alors le PIB ça veut rien dire, ce n'est que de l'économie financière, et ce qu'il faut mesurer c'est le bonheur des gens. Oui, certes, c'est le bonheur des gens qui est important. Mais le PIB c'est quoi ? C'est la somme des valeurs ajoutées. Donc c'est la somme de ce que quelqu'un peut créer en valeur. Donc plus quelqu'un peut créer de valeur, et plus il va pouvoir créer un environnement autour de lui qui est agréable, qui est confortable. Vous voyez, c'est une règle générale. Donc en fait, si, le PIB, c'est capital comme valeur. Après, il faut voir comment il est calculé, il y a des détails, c'est approximatif, mais il faut avoir des ordres de grandeur. Donc plus un peuple a un PIB par habitant important, et plus il est riche, et plus il a une capacité de créer de la valeur. Et ça veut dire que plus les entreprises sont attirées pour s'implanter ici, puisque en fait, grâce à la haute valeur des gens, en gros l'entreprise arrive, elle apporte des troncs d'arbres, et à la fin, ce qui sort, c'est des armoires, c'est des meubles. Donc on a transformé du bois en meubles. On a mis de la valeur ajoutée. Et là, j'ai mis un exemple pour bien qu'on voit ce que c'est le concept. De plus, le PIB par habitant, j'ai remarqué, correspond en moyenne au salaire brut de quelqu'un de la classe moyenne. C'est-à-dire qu'en France, là, j'ai 43 500 $ de PIB par habitant annuellement. Ça fait en euros, je crois qu'il faut enlever 10%, ça fait en euros 39 500 €. Divisé par 12, ça fait 3 300 € par mois, fois 0,77 pour enlever les charges sociales, etc. On a 2500 €. Donc c'est-à-dire que je pense qu'en France, enfin j'ai même vérifié, une classe moyenne, si vous avez entre 40 et 50 ans, vous devriez gagner entre environ 2500 € par mois net avant impôt.
Donc après un impôt, peut-être 2200, 2300. Et donc cette valeur correspond au PIB par habitant en France. Donc ça veut dire que si vous allez, là je prends un exemple, au Mexique, qui a un PIB par habitant d'environ 19 480 €, ça fait 19 480 divisé par 1,1, ça fait 17 700 €, pardon, c'était des dollars avant, donc là c'est bien des euros, 17 700 € brut, divisé par 12, 1475 € fois 0,77. Donc vous pouvez vous attendre à gagner environ 1100 € net par mois avant impôt au Mexique pour le même job. C'est des approximations, on est vraiment dans l'ordre de grandeur. C'est pour vous donner une idée. Donc j'ai enlevé les pays qui avaient moins de 17 420 par an en PIB par habitant. 6e critère. J'ai enlevé les pays qui avaient effectué une forte colonisation de type égalitariste ou universaliste. Puisque je considère qu'un peuple qui va en coloniser un autre pour l'exploiter, alors déjà il y a un problème puisque au lieu de s'améliorer lui-même, le peuple préfère utiliser l'esclavage et donc en fait une rente, faire par les autres le travail qu'il ne veut pas faire. Donc déjà là il y a un problème mental, philosophique, mais surtout ça veut dire que quand vous vous installez dans un pays et que vous faites apprendre votre langue à des gens différents de vous, d'origine et de culture différentes, en croyant que vous allez pouvoir les intégrer dans votre sphère nationale et qui vont être amis avec vous, c'est une erreur. Vous ne pouvez pas imposer une chose comme ça aux gens. Et donc c'est pourquoi, pour moi, un pays qui s'est laissé tenter par la colonisation universaliste, égalitariste, une sorte de mission civilisatrice, pour moi ce pays a un problème et a commis une grosse faute et va le regretter, et c'est impardonnable. C'est-à-dire que la mentalité des gens à l'époque a laissé faire ce genre de choses, et les gens ont cru que ça allait marcher. Or moi je vois que ça marche pas, mais je crois surtout que les gens ne changent que très peu, et donc en fait cette mentalité reste dans un peuple, tant que ce peuple vit. Donc c'est pourquoi j'ai exclu l'Espagne, avec son grand empire colonial sud-américain, le Royaume-Uni et le Portugal. Il y a d'autres pays qui ont fait des colonisations, mais en fait ces pays n'apparaissent pas dans la liste qui reste. Donc c'est pour ça que c'est pas exhaustif. Donc j'enlève ces pays. 7e critère, les pays qui ont eu du communisme. Alors le communisme est une idéologie politique qui s'est développée au XXe siècle et qui a servi de base de gouvernement pour de très nombreux pays dans le monde. Et quasiment à chaque fois, ça s'est terminé par des meurtres de masse, des famines, des crises économiques et une situation de détresse intense pour le peuple et souvent des tentatives de révolution pour abolir ce système communiste. Donc le problème du communisme, en plus de tout ce que je viens de citer là, c'est que vous allez aller dans un pays qui pourrait éventuellement, s'il retourne au communisme, vous cibler, même pas en tant qu'étranger, c'est-à-dire que vous pourriez très bien être intégré à la communauté nationale, mais il pourrait vous cibler de par votre appartenance sociale. C'est-à-dire que si vous êtes trop riche, eh bien vous êtes un problème. Ça veut dire que vous avez volé des gens pour être riche. Et donc l'État doit vous prendre votre richesse et peut-être même vous mettre dans des camps parce que vous faites courir un grand danger à ceux qui ne sont pas riches. Il peut vous exproprier. Toute cette sphère d'idées communistes, pour moi, représente un danger pour l'expatriation. Parce que c'est un peu comme pour la colonisation. Si un peuple a une fois choisi le communisme, il pourra encore choisir le communisme. Et d'ailleurs, il y a des sondages qui sont faits dans les ex-pays communistes qui montrent que, ah oui, parfois vous avez 30, 40, 50% de la population qui dit ah, quand même à l'époque on vivait mieux, etc. Ça peut revenir. Et vous pouvez être une cible. Donc c'est pour ça que j'ai exclu les pays qui avaient un gouvernement communiste très fort, puisque ça pourrait revenir et ça pourrait vous faire courir un grand danger. Pensez aux 7 millions de morts de l'Holodomor en Ukraine, pensez aux dizaines de millions de morts en Chine
avec les fameux réformes agricoles et les grands bonds en avant. Où en fait l'idée c'est d'abolir la propriété privée, que tout le monde cultive une parcelle pour nourrir tout le monde, qui n'appartient à personne, cette parcelle, enfin qui appartient à l'État et aux fonctionnaires de l'État, mais vous êtes censé cultiver votre parcelle et nourrir tout le monde. Et à la fin ça donne quoi? Eh bien les gens ne cultivent plus rien, ne font pas d'efforts, puisque de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas bénéficier de leur richesse économique. Attention à ces pays communistes. Alors je n'ai pas exclu les pays qui ont eu ce qu'on appelle un dictateur, puisque c'est trop vaste, c'est trop imprécis. Dire qu'il ne faut pas aller dans un pays qui a eu un dictateur ou un régime dit fasciste, ça ne veut rien dire, puisque quasiment tous les pays du monde ont eu un dictateur. Même en France. Les rois, c'était quoi? C'était des dictateurs. C'est eux qui décidaient tout. Donc c'est trop imprécis. Par contre, le communisme, le marxisme, c'est très précis. C'est une doctrine qui a été formalisée dans des livres. Il y a eu plein de partis qui s'appelaient comme ça. C'est une vraie philosophie qui a existé et qui s'est répandue dans des dizaines de pays du monde. Et à l'inverse de ça, il y avait un système dit capitaliste. Mais bon, pour revenir au sujet, j'ai donc exclu la Bulgarie, la Biélorussie, la Russie, la Roumanie, l'Ukraine, le Kyrgyzstan, et j'ai mis un point de pénalité à la Pologne et à la République tchèque. Alors, il y a d'autres pays qui ont eu le communisme que je n'ai pas cités là, soit parce qu'ils ont déjà été éliminés avant, soit parce que je n'ai pas vu qu'ils étaient concernés, mais en tout cas, ceux que je viens d'enlever là, c'est sûr, ils ont eu un très fort régime communiste. Ensuite, j'ai mis un point de pénalité aux pays qui avaient un climat vraiment difficile, donc des canicules, des hivers très longs, critère qui n'est pas à prendre à la légère. Et enfin, dernier critère, la liberté vaccinale. Donc j'ai mis un point de pénalité aux pays qui obligeaient les gens à faire vacciner leurs enfants sans autre choix. Pourquoi? Parce que je considère qu'un pays qui force les gens à faire vacciner leurs enfants a perdu le sens des responsabilités et fait des expérimentations sur son peuple. Or, un bon gouvernement ne fait pas d'expérimentation sur son propre peuple en masse. Or, c'est ce qui se passe avec les vaccins. Quand on injecte à un bébé jusqu'à ses 2 ans plus de 10 fois des seringues remplies de vaccins, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? On ne sait pas. Or, il y a des pays qui le font. Ils se posent pas la question. Donc ces pays-là, pour moi, n'ont pas compris qu'il fallait prendre soin de la population et qu'il fallait utiliser le principe de précaution. Pour moi, la liberté est primordiale. Et pourquoi est-ce qu'un enfant non vacciné serait un danger pour un enfant qui est vacciné? Si le vaccin marche. S'il marche pas, d'accord. Mais si je suis vacciné contre le tétanos, normalement, je peux pas attraper le tétanos. Bref, bon, c'est pas un débat pour les vaccins. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un domaine douteux, pas sûr, où on est encore au stade de l'expérimentation. Or, il y a des pays qui font des expérimentations sur leur propre peuple. Et ça révèle en fait un état d'esprit. C'est-à-dire que s'ils sont prêts à vous faire ça, quoi d'autre peuvent-ils faire? C'est ça l'indice du tout. Passons maintenant donc à l'analyse des 14 pays qui sont restés suite à l'application de ces critères. Donc je les trie par ordre décroissant de points de pénalité. En premier, j'ai le Mexique. Est-ce que le Mexique est intéressant pour une expatriation? Alors, il est passé au travers des filets, mais en fait, je vais l'enlever, puisque je considère que la criminalité est trop importante au Mexique, et qu'il y a trop de monde, c'est surpeuplé, et aussi les conséquences du réchauffement climatique peuvent être terribles. Donc, je vais enlever le Mexique. Ensuite, j'ai la Grèce. 3 points de pénalité. Le problème, c'est que en Grèce, l'économie est de plus en plus mal. Donc, même si le PIB est encore décent, il va très probablement baisser. Et de plus, il y a beaucoup de tensions avec la Turquie. Je pense pas que la Grèce soit une bonne idée. Ensuite, j'ai la Pologne. La Pologne, 3 points de pénalité. Ça commence à être un pays intéressant. Donc, je vais arrêter d'exclure les pays et maintenant je vais faire ma short list, pas finale, mais on va dire qu'on est en demi-finale, où j'ai 12 pays qui restent.
Et je vais classer ces pays en 3 catégories ABC. Les pays C seront risqués en termes d'expatriation et d'exil. Le pays risqué ne peut avoir que 3 points de pénalité maximum. Ensuite, j'ai les pays qui sont mieux, mais qui sont encore un peu risqués et où certaines conditions doivent être remplies. C'est la catégorie B. Les pays en catégorie B ne peuvent avoir que 2 points maximum de pénalité. Enfin, j'ai la meilleure catégorie, A, qui comporte les pays n'ayant que 1 point au maximum de pénalité, et qui sont selon moi les pays les plus intéressants. Alors continuons l'analyse de la liste dans l'ordre décroissant. Donc la Pologne. La Pologne, j'ai classé en C, c'est-à-dire en risqué, puisque je trouve que dans l'histoire, la Pologne s'est quand même fait beaucoup envahir, et en fait est coincée entre l'Allemagne et la Russie, et notamment l'influence de la Russie peut être très problématique pour la Pologne. C'est la principale menace que je vois. Et il y a aussi une sorte d'imposition des vaccins. Ils ont 11 vaccins obligatoires. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Il y a aussi eu une histoire de communisme. Voilà, la langue n'est pas non plus très facile à apprendre. Donc c'est pour ça. Alors par contre, c'est un pays qui est vaste. On est à plus de 300 000 km², qui a une forte population. Donc ça, c'est des très bons points, qui est assez proche de la France, je pense, culturellement. Pour s'adapter, c'est facile. Et qui est plutôt bien parti pour résister au réchauffement climatique. Donc ça, c'est les avantages de la Pologne. Mais je trouve que les désavantages, quand même, pèsent plus lourd que les avantages. C'est pour ça que j'ai mis le pays, je ne l'ai pas exclu, mais je l'ai mis en risqué. Ensuite, j'ai la République tchèque, qui est aussi en risqué. Alors c'est un peu les mêmes arguments que pour la Pologne, sauf que malheureusement, en tout cas en République tchèque, le pays est plus petit, il est moins peuplé, donc tout est divisé par 4, on va dire. La richesse est meilleure, clairement, je pense que dans 10-20 ans, le niveau de vie de la République tchèque et des pays de l'Est en général va rattraper celui de l'Ouest, puisqu'en fait celui de l'Ouest va baisser et celui de l'Est va monter. Toutefois, voilà, il y a ce problème du communisme et il y a ce problème des vaccins, encore une fois, 9 vaccins obligatoires. De plus, il y a le problème de l'intégration, puisque le peuple tchèque est assez homogène, assez identitaire, et même pour un Français, c'est pas du tout dit que vous allez arriver comme le Messie, donc ça sera à vous de faire les efforts. C'est peut-être pas très facile. C'est pour ça que je l'ai mis en risqué. Prochaine suggestion, l'Italie, que j'ai mis en catégorie B, c'est-à-dire possible d'exiler. Alors, les principaux risques en Italie, c'est la baisse de la qualité de la population, pour diverses raisons, les vaccins, 10 vaccins obligatoires. Alors après, je ne sais pas si les gens les font vraiment, bon, je ne connais pas la situation locale, mais en tout cas, au niveau de la loi, ils sont très stricts, et je crois que c'était un des premiers pays en Europe à adopter une stricte législation par rapport aux vaccins. Ça, c'est pas très bon signe. Et ensuite, un des problèmes, c'est l'économie du sud de l'Italie, qui est, je pense, plutôt un poids, déjà qui est excentré par rapport au centre de l'Europe, ce qui n'est pas un avantage, mais en plus qui est, voilà, historiquement plutôt un poids pour le Nord. Est-ce que c'est un pays qui est vraiment stable? Je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est bien en Italie, c'est, je pense, qu'il y a un fort sentiment familial, d'identité, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc je l'ai mis en catégorie B. Donc, alors surtout si vous avez des origines italiennes, que vous parlez même l'italien, ça peut être un bon choix par rapport à la France. Prochain pays, l'Argentine, que j'ai mis en catégorie B. Alors l'Argentine s'en sort bien, avec seulement 2 points de pénalité en tout, 1 pour le PIB et 1 pour les vaccins, puisque voilà, les vaccins sont obligatoires. Mais au final, sur les autres critères, il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul problème que je vois, moi, c'est peut-être... Alors, il y a l'éloignement, déjà, évidemment, en Europe, par rapport à l'Europe, et il y a une sorte d'historique de crise économique. Enfin, on a l'impression que tous les 10-20 ans, il y a une crise en Argentine. Est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond? Je sais pas. En tout cas, l'énorme avantage, moi, que je vois en Argentine, c'est la place. 2 780 000 km². C'est quoi ça? C'est 5 fois la France en termes de surface, de superficie.
et 45 millions d'habitants. Donc là, on est sur un vrai pays qui a un vrai territoire, qui a une vraie puissance, voilà, qui reste encore pas très riche économiquement. Donc ça sera à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Mais donc j'ai mis ce pays en catégorie B, c'est-à-dire possibilité d'exil sous plusieurs conditions. Prochain pays, l'Australie, qui est pénalisé par son climat, notamment par rapport à l'avenir du réchauffement climatique, et par la liberté vaccinale. Malheureusement, il faut avoir fait des vaccins pour mettre son enfant à l'école et pour avoir des aides sociales. Alors l'Australie a plutôt bonne image, hein, en termes de terre d'exil, c'est un peu le cliché avec le Canada de la terre d'exil, mais je trouve que alors déjà c'est très éloigné de l'Europe, en avion. Je trouve que ça va être surpeuplé et que le réchauffement climatique va être très intense là-haut. Et il y a aussi des lois sur l'immigration qui sont assez restrictives. Donc en tant qu'immigré, est-ce que vous allez vraiment être désiré et facilité par les lois sur l'immigration? Je sais pas. Voilà, je trouve que c'est difficile de se faire un avis sur l'Australie. On a l'impression que c'est à la fois cool, mais à la fois qu'ils peuvent d'un seul coup faire des mesures assez restrictives contre vous. Donc c'est difficile à dire, je trouve. Toutefois, il y a un territoire qui est absolument immense, plus de 7 millions de kilomètres carrés. C'est quoi? C'est 15 fois la France. Mais, alors certes avec un gros désert, mais tout autour il y a une possibilité de vivre. Peut-être une possibilité, voilà, si ça vous dit d'avoir un chaud tout le temps et de voir des animaux énormes, eh bien vous pouvez aller en Australie. Toutefois, j'ai quand même mis une perspective négative, j'ai mis B- à cause du réchauffement climatique. Ensuite, dernier pays où j'ai mis la note de B, c'est le Chili. Le Chili s'en tire bien puisqu'il s'est pris une pénalité simplement à cause des vaccins. Sinon, il aurait eu 0 pénalité. Alors la seule raison pour laquelle j'ai mis B et pas A pour le Chili, c'est parce que il y a l'éloignement et surtout il y a la forte dépendance économique aux matières premières. C'est-à-dire que 50% des exports du Chili, c'est du cuivre. Donc si un jour les gens dans le monde ne veulent plus du cuivre du Chili, qu'est-ce qui va se passer? Toutefois, si on croit que l'économie va quand même continuer et que le pays va pouvoir se reconvertir, ça peut être une bonne idée. Je trouve qu'il y a un choix de climat très intéressant. Il y a une superficie qui est grande aussi, hein, c'est plus grand que la France. Voilà, c'est une vraie possibilité d'exil, je pense. Mais attention aux critères économiques. Alors nous allons maintenant rentrer dans la liste finale, donc des 6 pays que j'ai sélectionnés pour être des candidats sérieux à l'exil pour un Français. Ces pays n'ont eu que 1 point de pénalité. Alors vous allez voir, c'est pas du tout une liste qui va vous sembler originale. Voilà, une espèce de pays que j'aurais dégoté comme ça, coincé entre 5 autres. Non, j'ai appliqué les critères qui me semblaient objectifs, de long terme, et c'est ces pays-là qui sont ressortis. Il y a des raisons pour lesquelles ils sont ressortis. Donc je ne vais pas essayer de vous vendre un espèce de petit paradis protégé quelque part, où vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, vous savez, au final, si les gens vont dans ces pays-là, peut-être c'est qu'il y a une raison. Restons classiques, restons réalistes, puisqu'à la fin, je ne vais pas vous suggérer le Nicaragua si vous n'allez pas aller au Nicaragua de toute façon, puisque vous n'irez pas au Nicaragua. Ne perdons pas de temps. Alors, les 6 pays. Alors, ma première suggestion de pays, ce sont les États-Unis. Population 330 millions d'habitants et plus de 9 millions de kilomètres carrés. Donc autant dire que c'est un territoire absolument immense et une très forte population. PIB 59 000 $ par an. Alors les États-Unis n'ont pris que 1 point de pénalité, et encore, c'est à cause des vaccins, mais en détail j'ai vu que ça dépendait des États, et que ça dépendait de ce que vous vouliez vraiment faire, et qu'il y avait des exceptions qui étaient possibles. Donc le sujet des vaccins est assez brouillon pour moi aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'il y a des vraies possibilités de passer au travers, pour des raisons philosophiques, religieuses, ou de législation d'État. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont une possibilité d'expatriation? Déjà parce que historiquement, c'est un pays qui a accueilli des Européens pendant très longtemps, dès sa création. C'est un pays qui a été créé par les Européens, par les Allemands, par les Anglais, par les Irlandais, par des Français, par les Italiens. Donc c'est déjà une preuve que c'est une expatriation qui a fonctionné, puisque c'est la première aujourd'hui, voire deuxième puissance mondiale. Donc, historiquement, ça marche. Deuxièmement, c'est un pays qui gagne. C'est-à-dire que, dans son histoire,
les États-Unis ont quasiment tout le temps gagné. Alors certes, il y a eu des guerres perdues, mais au final, ça n'a pas entaché leur pouvoir et leur force économique. Ils ne se sont pas fait battre sur leur propre sol. Ils ne se sont pas fait coloniser. Ils ont perdu des guerres à l'extérieur, peut-être qu'ils n'avaient pas envie vraiment de les faire, mais ils n'ont pas été battus chez eux. Donc, au niveau militaire, ils gagnent. Au niveau démographique, ils gagnent puisque la population européenne a augmenté très fortement. Et ils gagnent au niveau économique. Tout le monde connaît des dizaines de marques des États-Unis. Toutes les dernières technologies, par exemple Internet, ça vient des États-Unis. Donc c'est un pays qui est à la pointe dans plein de domaines, qui a une très forte capacité d'innovation et de se retrousser les manches, de travailler, d'imaginer des solutions, de faire face à une crise. Donc il y a une vraie vigueur, je trouve, aux États-Unis. Il y a un système libéral qui fait que vous êtes obligé de travailler pour survivre. Donc évidemment, ça n'encourage pas les gens à rester chez eux et à être oisifs. Donc ça, c'est un environnement économique très favorable pour que vraiment les meilleurs puissent profiter de leurs talents. Voilà, pour toutes ces raisons, moi je suis assez confiant pour les États-Unis. Il y a un énorme choix de climat, d'endroits où aller. Vous allez toujours trouver une communauté, je pense, qui va vous ressembler. En plus, le fait qu'il y ait plusieurs États, ça vous permet de jouer au niveau des législations. Vous allez pouvoir trouver une législation qui vous correspond. Il y a les lois de liberté par rapport à la possession des armes. Il y a la liberté d'expression, garantie par la Constitution. Non, c'est une vraie possibilité, je pense, les États-Unis. Après, au niveau des points négatifs, il y a l'éloignement. Il y a le fait que le dollar, peut-être qu'il va s'effondrer, donc peut-être qu'il va y avoir une très grosse crise économique aux États-Unis. Il y a une forte dépendance au pétrole. Malheureusement, tout est fait en voiture. Donc, ils sont très très dépendants à ces énergies-là. Le jour où il va falloir réadapter le centre-ville pour l'adapter à l'électricité ou alors au vélo, ça va être très difficile, ça va leur coûter très cher. Et je pense qu'il pourrait y avoir des troubles civils et peut-être même des partitions. En tout cas, une partition du territoire des États-Unis sur des lignes de fracture politiques, religieuses, peut-être ethniques. En tout cas, je trouve qu'il va se passer quelque chose. Voilà, de leur histoire, il ne s'est pas passé grand-chose sur leur territoire, donc peut-être que ça va arriver. Mais toutefois, même si le pays se divise en 4, en 3 ou en 2, le pays restera immense, très peuplé, et avec un fort potentiel. Alors après, évidemment, ce sera à vous de vous faire une idée sur la culture américaine. Est-ce que vous aimez aller là-haut? Comment sont les gens? Le rapport avec les femmes, je sais pas. Mais ça, c'est des aspects que je n'aborde pas dans cette vidéo parce qu'ils sont trop personnels. Donc je vais pas vous dire comment ça se passe. Déjà, parce que je suis pas un expert, parce que vous êtes tous différents. Donc ça sera à vous de faire votre propre idée. Mais sur le papier, sur des critères objectifs, chiffrés, vérifiables, je pense que les États-Unis, c'est un bon espoir. Deuxième pays possible, l'Allemagne. 83 millions d'habitants et 357 000 km². Alors, l'Allemagne ne s'est pris une pénalité que par rapport à sa colonisation qu'elle a fait, mais elle n'en a pas fait beaucoup. Et c'était pas beaucoup universaliste. Donc c'est pour ça qu'elle a pris que 1 point. Sinon, les avantages de l'Allemagne, évidemment, c'est la proximité. Vous pouvez y aller en voiture, en train. C'est l'innovation. Voilà. C'est-à-dire que, comme les États-Unis, c'est un territoire d'innovation où il y a une vigueur, où les marques sont très puissantes, où les gens savent travailler, où il y a une vraie productivité. Donc quand vous êtes en Allemagne, vous êtes vraiment dans un pays moteur. Vous ne regardez pas le monde passer devant vous, vous faites le monde. Si vous avez des compétences à vendre, ça peut être intéressant pour vous. Le problème, ça peut être la baisse de la qualité de la population, la baisse de la population tout court, parce que c'est un pays qui est en déclin démographique. Voilà, c'est aussi un pays qui est assez densément peuplé au final, je crois 2 fois plus que la France, on s'en rend pas compte, mais au final le territoire est pas si grand que ça, mais c'est un peu plus peuplé, donc ça fait une densité assez élevée. Voilà, donc c'est difficile de trouver des espaces vraiment où vous êtes loin de tout, mais bon, ça reste un candidat sérieux pour l'exil. Troisième pays, le Canada. Donc là, c'est un peu le classique des classiques. 37 millions d'habitants, 9 millions de kilomètres carrés.
donc c'est plus grand que les États-Unis. Avantage, la superficie, encore une fois, absolument énorme. Un très bon refuge en cas de réchauffement climatique et des ressources naturelles. C'est-à-dire que le Canada est très riche en hydrocarbures, je crois, enfin, même en forêt, il y a de la place partout, enfin, il y a des choses à faire, je pense, au Canada. De plus, c'est un pays qui est déjà attractif pour les immigrés. Toutefois, je mettrai un bémol, puisque alors certes, c'est éloigné. Il y a aussi un peu comme en Australie des lois sur l'immigration qui peuvent vous freiner. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont vraiment accorder un visa, un deuxième visa, un troisième visa, je sais pas. Ça sera vraiment à vérifier. L'intégration peut être problématique aussi. Comment sont vus les Français aux États-Unis, au Canada, au Québec. Peut-être qu'il y a des rivalités. Et je trouve qu'il y a aussi un phénomène de retour assez fréquent. C'est-à-dire que les gens partent au Canada et ils reviennent au final. Voilà. Est-ce que c'est dû au climat? Donc ça reste un bon candidat, je trouve, avec quelques bémols. Donc c'est pour ça que j'ai mis une perspective négative. Mais voilà, ça reste une possibilité. Quatrième pays, la Suède. 10 millions d'habitants, 450 000 km². Donc c'est environ aussi grand que la France, mais 6 fois moins peuplé que la France. Alors, l'avantage en Suède, c'est la qualité de vie. Vous n'allez pas perdre en qualité de vie en allant en Suède, ça c'est sûr. C'est la santé économique. Et c'est aussi le climat, si jamais il y a le réchauffement climatique qui se radicalise. En Suède, vous allez être très bien. Voilà, bon, il y a une liberté vaccinale. La Suède n'a pris qu'une pénalité par rapport à son climat, mais voilà, si vous êtes dans le sud de la Suède, ça va pas être un problème pour vous, notamment sur la côte. Les seuls problèmes en Suède, c'est un peu comme en France, hein, c'est les troubles communautaires, les partitions, les fractures, mais à voir comment le peuple suédois va réagir, puisque c'est un peuple qui n'a pas colonisé. Il n'a pas de lien fort avec les gens qui arrivent. Peut-être qu'un jour ça va se retourner contre les immigrés, peut-être même contre vous. En tout cas, si vous voulez une bonne qualité de vie et être au frais, la Suède c'est parfait pour vous. Quatrième pays, cinquième pays possible, selon moi, la Suisse, 8 600 000 habitants et 41 000 km². L'avantage énorme en Suisse, c'est évidemment l'économie, avec des salaires plus élevés quasiment dans chaque branche, et surtout une histoire de neutralité et d'internationalité. Ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment l'impression qu'en Suisse, il n'y aura jamais de guerre, jamais d'occupation, puisque déjà la volonté n'est pas d'y participer, mais que même les puissances qui sont autour, en fait, n'ont pas tellement envie de conquérir la Suisse. J'ai l'impression, c'est trop international, ça sert trop de terre neutre en fait. Et je pense que la conquérir, ça serait vraiment un très mauvais signe envoyé, et c'est pour ça que je pense que les gens ne le feraient pas. De plus, c'est pas un territoire qui est franchement ultra intéressant à conquérir, c'est compliqué, c'est bien défendu. Pour au final gagner quoi? Des montagnes, des rivières? C'est pas très intéressant. Quoique par rapport à l'eau, ça peut être une forte valeur, puisqu'en fait c'est une sorte de château d'eau, la Suisse, avec des fleuves qui partent dans toutes les directions autour. À ce niveau-là, ça peut être intéressant, mais toutefois, je pense que historiquement et dans le futur, ça va continuer en fait, cette neutralité. Après, les risques, c'est un peu comme en France, hein, c'est une baisse de la qualité de la population, c'est les troubles civils, pourquoi pas des partitions. Alors, il y a une sorte de partition en Suisse qui se fait sur les langues, qui se fait sur les cantons. Enfin, c'est très découpé en fait. Alors, est-ce que cette utilisation du découpage va pas se retourner contre le pays dans le sens où il va y avoir une partition facilitée? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez rester en Europe, avoir un bon niveau économique, la Suisse a un bon élément. Il n'y a pas de vaccin obligatoire en Suisse non plus. Et sixième pays que je vous suggère, c'est l'Autriche. 8 800 000 habitants, 83 000 km². Donc là, c'est un peu comme pour la Suisse, au niveau des avantages. Voilà, qualité de vie, une bonne économie aussi. C'est un peuple qui est très équilibré, je trouve. C'est-à-dire que, en fait, à la fois géographiquement, c'est un pays qui est au centre, nord-sud et est-ouest, et j'ai l'impression que ça se retrouve dans les gens. Les gens sont très équilibrés entre ce qu'ils veulent pas. Il y a un bon gouvernail, je trouve, en Autriche. Il y a une bonne
direction de valeur. Donc, la qualité de vie est assez élevée. Toutefois, voilà, au niveau des désavantages, on va retrouver la qualité de la population qui peut baisser, les centrales nucléaires qui sont autour de l'Autriche aussi. L'Autriche est cernée de centrales nucléaires sans pouvoir vraiment les faire fermer. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est un petit pays en fait en surface agricole qui pourrait se trouver facilement contaminé, hein, notamment par les centrales tchèques. Et ça peut être une source de tension avec les pays voisins. Mais sinon, c'est à noter que c'est le seul pays de tout mon classement qui n'a eu aucun point de pénalité. Voilà, donc les 6 pays, je les redis encore une fois, États-Unis, Allemagne, Canada, Suède, Suisse et Autriche. Ce sont les 6 pays que je recommande en cas d'exil. Donc peut-être vous pouvez vous renseigner dès à présent pour savoir comment est-ce qu'on fait pour y aller, apprendre la langue, apprendre la culture, y voyager, etc. Donc en gros, ce sont des pays situés en Europe centrale, géographiquement, et en Amérique du Nord. Hein. C'est là les endroits les plus intéressants. D'ailleurs, ça correspond à des pays d'origine germanique. Hein. Intéressant à noter. Alors sinon, par rapport aux pays que j'ai exclus, sans vraiment en parler, donc il y avait tous les pays qui sont en Europe de l'Est, on va dire, qui peuvent être à la mode pour y aller. Toutefois, moi, les problèmes que je vois en Europe de l'Est, donc Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Pologne, République tchèque, Ukraine. Le problème de ces pays, je trouve, c'est que, alors déjà, il y a l'histoire du communisme, c'est-à-dire que ce sont des pays qui ont marché avec le communisme, qui ont été contraints d'une certaine manière. Mais de notre manière, ils ont aussi élu, parfois. Il y a beaucoup de vaccins qui sont donnés dans ces pays-là, je ne sais pas pourquoi. En Europe de l'Est, quasiment tous les pays ont au moins 10 vaccins obligatoires. Et je trouve que ça reste très découpé, ça reste très divisé. En fait, j'ai l'impression qu'en cas de troubles mondiaux, il pourrait y avoir des situations problématiques en Europe de l'Est par rapport à l'entente entre les pays. J'ai l'impression que c'est pas des pays qui sont si amis que ça, et qu'il y a des querelles de frontières qui pourraient réapparaître, je sais pas, entre la Roumanie et la Hongrie, entre la Hongrie et la Slovaquie, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des tensions un peu partout au niveau des frontières. Parce que ce sont des pays assez petits qui sont un peu tous coincés les uns dans les autres. Et est-ce que c'est pas une zone qui pourrait devenir une zone de tension généralisée, quoi? C'est dur à dire. Peut-être qu'en fait il n'y aura rien, parce que justement ça va équilibrer. Mais j'ai l'impression que c'est une zone qui n'arrive pas à s'unifier. Et ça pourrait faire qu'en fait en tant que Français, vous allez vous retrouver là-haut, au milieu d'un pays qui entre en guerre contre son voisin. Et en fait c'est une situation que vous allez pas comprendre. C'est trop compliqué. Comment est-ce que vous voulez vous prendre parti ou comprendre une situation comme ça? Je pense que on aura vite fait d'être dépassé en fait en Europe de l'Est. C'est trop différent, c'est peut-être trop étrange pour nous. Voilà. Alors après, ça reste des super pays à visiter en tourisme, etc. Même pour s'expatrier quelques années. Hein. Mais à long terme, je sais pas. Alors si votre compagne est d'Europe de l'Est, bien évidemment, c'est une bonne solution. Mais peut-être que pour vos enfants, ça sera bien, mais peut-être pas pour vous. Voilà. Vous pouvez leur apprendre une langue, d'ailleurs c'est une règle générale. Si vous pensez qu'un pays est bien, mais pas adapté pour vous, vous pouvez aussi faire apprendre la langue à vos enfants, pour les préparer eux. Mais vous êtes trop vieux. Il fallait faire ça il y a 15 ans, il y a 10 ans. Pas maintenant, c'est trop tard. Maintenant vous devez travailler. Et pour ça, vous ne pouvez pas apprendre une langue trop difficile. Voilà, c'était Grégory Bourg, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des retours d'expérience à faire par rapport à un pays en particulier, allez-y dans les commentaires, et notamment par rapport aux 6 pays que je suggère en tant qu'expatriation. Surtout, ne vous privez pas, chacun peut en profiter. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao.